Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition dans l'actualité de ce samedi 22 octobre. 7000 tables bancs pour les écoles guinéennes sous appui de l'UNICEF d'une valeur de 5 milliards de francs guinéens facilitera les conditions d'apprentissage et le maintien des élèves dans les salles de classe. Et puis, c'est une rencontre qui a regroupé les représentants des 17 pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel. Les ministres de l'Environnement des pays membres ont échangé sur les prochains objectifs de l'organisation et la stratégie de négociation à la COP en Égypte prévue dans quelques semaines. Enfin, un déplacement à la ministre de l'Action sociale sur les chantiers dédiés aux personnes vulnérables de Kindia, par exemple les travaux de production artisanale et celui d'apprentissage de métiers pour personnes handicapées avancent selon Aïcha Nanette Conté. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, cette rencontre de haut niveau, ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation entre directeurs et recteurs des institutions d'enseignement supérieur. L'heure est à l'harmonisation des tests réglementaires et les conditions d'obtention des bourses. Une rencontre dont les recommandations feront l'objet de vulgarisation au niveau des étudiants et enseignants-chercheurs. Mounir Bari, Kandesila, Jean-Jacques Faber. C'est une rencontre qui mobilise les recteurs, directeurs généraux et enseignants-chercheurs. Ils échangent sur les textes réglementaires pour une large vulgarisation. Le ministère, à travers l'autorité nationale d'assurance qualité ANACA, poursuit les réformes en vue de s'adapter aux réalités actuelles. Il était important d'impulser à la veille de la rentrée universitaire 2022-2023 une telle activité qui réunit tous les acteurs aujourd'hui, tous ceux qui encadrent le système d'enseignement supérieur aussi bien au niveau du public que du privé, pour que les textes réglementaires soient sus et connus de tous et que les différents points d'ambiguïté qui existaient et qui faisaient en sorte qu'il y avait un déphasage dans l'application de ces textes-là, que ces ambiguïtés, que ces anguilles-là soient levées sous ces roches. Nous avons été invités à avoir une compréhension harmonisée pour que nous puissions, dans l'application, respecter les termes et l'esprit de ces différents textes, pour que les étudiants soient bien informés et que la conduite à tenir ne souffre pas d'ignorance ni de confusion. Cette session de renforcement de capacités des responsables d'institutions d'enseignement supérieur se tient en prélude à la rentrée universitaire 2022-2023. Pour que nous soyons au même niveau d'information pour une certaine opérationnalisation de nos textes. Ce conclave de l'ISEG a permis aussi d'harmoniser les approches sur les textes réglementaires et les conditions d'obtention des bourses d'entretien et les bourses d'excellence. Que chaque étudiant puisse savoir que le Bureau national des étudiants est là. Nuit et jour, nous nous battons dans ce sens pour que nos droits soient plus en grève. Donc ce que nous appelons, c'est à suivre, à rester unis derrière le Bureau national du collectif. À l'issue de ces travaux, les recteurs et directeurs généraux seront chargés de faire la restitution dans leurs universités et institutions respectives avant la rentrée universitaire. Comme annoncé dans les titres, 7000 tables bancs pour l'école guinéenne en cet appui de l'UNICEF d'une valeur de 5 milliards de francs guinéens témoigne de son engagement à accompagner les réformes engagées dans le secteur et au maintien des élèves dans les salles de classe, surtout en milieu rural. Abdulaziz Baldé, Toumani Siradialou. 57 établissements scolaires présents dans les 8 régions administratives du pays bénéficient d'un bon cadre d'apprentissage en table banc. Au total, plus de 7000 tables bancs sont mis à la disposition du ministère de l'enseignement préuniversitaire. La remise symbolique a eu lieu à l'école primaire Yaguine Fodé dans la commune de Matoutou. C'est un don de l'UNICEF qui vise à améliorer l'environnement et les conditions d'apprentissage dans les écoles guinéennes. Ces matériels visent aussi à contribuer au renforcement des acquis scolaires dans la mesure où un élève assis confortablement apprend mieux. Par cette action, l'UNICEF renouvelle son engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts constants pour l'amélioration du système éducatif et de l'environnement d'apprentissage en Guinée. Pour cette école, Yaguine Fodé, 180 tables bancs sont mis à disposition au grand bonheur des élèves et autorités locales. Ce don d'un table banc va à coup sûr améliorer les conditions des enseignements et des apprentissages dans cette école élémentaire qui compte un effectif de 457 élèves, dont 200
43 filles, encadrées par 21 enseignants, dont 16 femmes. Outre ces tables bancs disponibles, 255 tables rondes et 1580 pour l'encadrement communautaire sont aussi annoncés par nos partenaires. Le tout avec un coût global de 5 milliards de francs guinéens. Le don de ces 7000 tables bancs à l'école guinéenne par l'UNICEF, nous ne pouvons que les dire merci. Cela vient s'inscrire en droite ligne avec la vision du gouvernement, celle de doter l'école guinéenne d'infrastructures, d'équipements scolaires, celle de sauver bref l'école guinéenne. Pour faciliter l'accès et le maintien des élèves dans les écoles, le représentant de l'UNICEF en Guinée a formulé un souhait d'un entretien constant pour permettre à ces équipements de servir les générations futures. À Mamou également, les élèves et enseignants qui se sont distingués au cours de cette année scolaire sont célébrés. Des prix sont remis au premier de chaque groupe pédagogique de la 7e à la terminale des écoles publiques et privées. C'est le chef de cabinet adjoint de la primature qui a présidé cette cérémonie de remise. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldi. C'est devant plusieurs personnalités politiques et administratives, des confessions religieuses et des parents d'élèves que Elhadji Lansine Doumbouya, chef de cabinet adjoint à la primature, a offert de fournitures scolaires. Il est destiné aux premiers élèves de chaque groupe pédagogique des écoles publiques et privées de la commune urbaine de Mamou pour l'année 2021-2022. Nous avons pris le premier de chaque groupe pédagogique, de la 7e à la terminale, aussi bien au public qu'au privé. Donc nous avons retenu 169 élèves, les 169 élèves des 169 groupes pédagogiques du secondaire au niveau de la commune urbaine, publique et privée. Nous avons demandé aussi de récompenser 15 enseignants, 5 de l'élémentaire, 5 professeurs du collège et 5 professeurs du lycée. Et là aussi, nous sommes servis des bulletins d'inspection. Ils sont au total 169 élèves bénéficiaires de ces prix et 15 professeurs et enseignantes des collèges, lycées et des écoles élémentaires. Une façon d'inciter le monde à la culture d'excellence. En fin d'année, je ferai tout le possible pour récompenser les 3 premiers. Mais aussi, l'engagement, il est ferme et ma détermination, elle est sans équivoque. C'est que tout étudiant, n'est-ce pas, tout candidat au baccalauréat qui serait boursier de Mamou pour le Maroc, la Tunisie, quoi que ce soit, et je m'engage solennellement à prendre en charge les frais d'établissement de leur passeport. Et là, c'est à mes propres frais. L'objectif de ce don est de galvaniser l'émulation entre les différents établissements scolaires afin de permettre à Mamouville Carrefour de devenir un véritable temple du savoir et de l'intelligentsia scolaire. Dans l'avenir, je suis sûr que mes collaborateurs, mes semblables, mes collègues, ils vont se mirer sur ceux-là qui ont été sélectionnés et accompagnés, disons, ceux-là qui ont bénéficié de ces cadeaux-là. Je suis sûr que demain, eux aussi fourniront d'efforts afin qu'ils puissent en bénéficier. À la remise de ces prix, les récipiendaires ont salué cette initiative du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et au gouvernement de la transition et rendent un hommage mérité à leurs donateurs. On ne peut pas avoir ce cadeau sans rien faire. On doit réviser, on doit augmenter les efforts pour avoir ce prix. J'invite mes camarades à redoubler d'efforts, à ne pas trébucher à l'école, de venir toujours à l'heure, de respecter leurs maîtres. Avec ces prix, le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation reste déterminé à accompagner le donateur dans cette initiative pour la promotion de la culture du mérite en Guinée. Inauguration d'un centre de la langue anglaise au niveau de l'université de Nzérékoré. La bibliothèque est le fruit d'un partenariat avec l'ambassade des États-Unis. L'idée est de permettre aux étudiants et encadreurs de parfaire leur niveau en anglais. Mohamed Saloupaï. C'est la 4e coupe de cordon pour un espace américain en République de Guinée. L'université de Nzérékoré est l'heureuse bénéficiaire. Après l'ambassade des États-Unis à Conakry et les universités de Somfonia et de Kankan, celle de la région forestière entre dans le cercle de la langue anglaise grâce au partenariat Nord-Sud. Cette bibliothèque universitaire est un centre d'apprentissage et de rassemblement qui favorise l'interaction entre la population locale et les États-Unis d'Amérique.
Elle offre également des conseils aux étudiants sur les universités américaines. L'ambassade des États-Unis est très fière d'avoir ouvert cette bibliothèque américaine en collaboration avec l'université de Zerekore, grâce à l'accueil aussi de la région et de la ville, qui va permettre en fait aux jeunes et à toute la communauté de Zerekore d'avoir accès à cet espace d'apprentissage, de lecture et de technologie. Cette initiative offre une opportunité réelle à la fois pour nos enseignants-chercheurs dans le cadre du renforcement de leurs capacités en langue anglaise, mais aussi aux étudiants, aux élèves et à toute la communauté de la région forestière dans le cadre de l'apprentissage de la langue anglaise. Cet espace américain a un accès à une technologie de pointe et à une grande collection de matériel de lecture, y compris des livres et des publications d'actualité. Il propose des activités passionnantes dans un large éventail de sujets. Toute une satisfaction pour les autorités locales. Parce que ça va permettre non seulement aux étudiants et aux autres citoyens de Zerekore d'apprendre l'anglais. Et chacun de nous sait combien la langue anglaise est importante dans les relations internationales et dans la diplomatie également. La lecture constitue la respiration de l'âme. Celui qui lit apprend. Celui qui lit est en contact avec la société et son environnement. C'est une opportunité pour tous les étudiants. Nous sommes très comblés de joie. Nous allons en profiter de cette bibliothèque pour parler l'anglais parce qu'on dit que le monde actuellement est régi par l'anglais. En plus des étudiants, les communautés de Zerekore auront aussi accès à cet espace de lecture ouvert à tous ceux qui désirent apprendre l'anglais ou de s'informer. Le président de la transition était ce samedi dans son domaine agricole à Forêt-Caria pour cette campagne agricole. Plusieurs hectares sont mis en valeur. Le colonel président a fait le tour pour apprécier l'évolution des différentes cultures. Ansoumani Toumani Kamara. Aux environs de la ville de Forêt-Caria, ce domaine de 59 hectares est en aménagement par le chef de l'État. Ici, pour la campagne agricole en cours, les premières phases d'expérimentation portent sur plusieurs spéculations. Ce samedi 22 octobre, le colonel Mamadi Doumbouya a fait le tour des périmètres aménagés pour apprécier l'évolution des différentes cultures. On a plusieurs variétés de plantes. On a l'ananas qu'on a planté sur 1 hectare. On a le manioc qu'on a planté sur 10 hectares. En 2 variétés, le manioc. Il y a 2 variétés de manioc qui ont été plantées. On a l'arachide qui a été planté sur 3 hectares. On a le gombo qui est planté sur 1 hectare. On a aussi l'haricot qui est planté sur 2 hectares. Et puis on a semé aussi des arbres fruitiers. Le manguier, l'avocatier, l'oranger, le citronnier, le cocotier, etc. Et on a travaillé au total 3 hectares et demi de riz. Que là où nous sommes là. Et là, on a utilisé pratiquement les 32 hectares sur la surface globale. Au-delà de ses potentiels minières, la Guinée a toutes les possibilités de nourrir ses habitants. Une initiative des autorités de la transition impose à tous les membres du gouvernement de mettre en valeur cette année au moins 50 hectares. Sur ce périmètre agricole du président de la transition, des ingénieurs sont à pied d'œuvre pour valoriser la totalité des 59 hectares. On est sur une phase expérimentale, parce que c'est la première fois déjà d'utiliser le terrain et tout. Donc après les récoltes, les premières récoltes, on saura maintenant qu'est-ce qu'il faut traiter, comment il faut faire pour aller plus. Là, on ne va pas travailler en 1 hectare, on va partir au minimum, sur chaque plante, au minimum 5 hectares jusqu'au-delà. En attendant les récoltes, le président de la transition est visiblement satisfait de cette première campagne agricole. Sa vision est de diminuer la dépendance alimentaire du pays. Pour gagner ce pari, d'importantes mesures concrètes sont prises pour booster l'agriculture en Guinée. Déjà cette année, tous les membres du gouvernement ont réalisé des champs à travers le pays. Aussi, des facilités ont été créées pour attirer les opérateurs économiques et les bailleurs de fonds vers l'agriculture.
À présent, un retour sur le dossier éducation. Tout d'abord, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle informe les parents d'élèves, les apprenants, les inspections régionales, les directeurs communaux de Conakry et les encadreurs que les épreuves du concours d'entrée dans les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle session 2022 seront lancées ce lundi 24 octobre. Cette année, il seront plus de 19 000 candidats à affronter les différentes épreuves sur l'ensemble du territoire national. Ce concours organisé chaque année pour donner la chance aux jeunes de bénéficier d'une formation de qualité en vue d'une insertion socio-professionnelle du marché de l'emploi. À cet effet, les inspecteurs régionaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les directeurs d'école sont invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution des présentes instructions. Vive l'école guinéenne et bonne chance à toutes les candidates et tous les candidats qu'on a créé le 22 octobre 2022, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour finir avec ce dossier éducation, célébration de la journée mondiale des enseignants au lycée d'Onka, initiative dont l'objectif est d'attirer l'attention des décideurs sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants lors de cette cérémonie présidée par le chef de gouvernement. Un véhicule et une enveloppe symbolique ont été offerts au professeur émérite de philosophie Sidiki Keita, communément appelé Socrate. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, renforcement de capacité au ministère de l'économie et des finances, les cadres viennent de boucler une formation sur la planification opérationnelle et suivi évaluation des projets et programmes d'investissement. La rencontre qui s'est écoulée pendant 2 semaines a permis aux participants d'améliorer la gestion de l'administration publique. Alphaïsi Agaba. La remise de ces attestations marque la fin de formation des cadres du département de l'économie, des finances et du plan, ainsi que ceux de la CGP. Pendant 2 semaines, ils ont appris des outils sur la planification opérationnelle et suivi évaluation des projets et programmes d'investissement public. Cette formation de 10 jours nous a permis de renforcer nos connaissances théoriques et surtout pratiques sur les thèmes suivants. La logique de la performance, la réforme de l'administration, la gestion axée sur les résultats, les étapes de maturation du projet, la planification stratégique et opérationnelle, suivi et évaluation de la performance. C'est aussi vous permettre de traiter des études de cas en matière de planification opérationnelle et de gestion des programmes et projets de développement, vous permettre de maîtriser les outils et techniques d'évaluation des impacts. Les notions liées à la planification ou à la programmation d'investissement public, ces cadres sont désormais préparés à tout. C'est la Direction nationale des investissements publics et du système intégré de gestion qui a piloté le programme. Nous nous attendons désormais à vous, plus dotés d'outils administratifs et techniques dans la mise en œuvre de vos activités. Vous nous avez fait l'honneur pour venir partager avec nous leur savoir et savoir-faire en matière de planification opérationnelle et de suivi et évaluation des projets et programmes d'investissement public. Le renforcement de capacité de ces cadres du département de l'économie, des finances et du plan, ainsi que ceux de la CGP, vient ainsi renforcer les efforts du gouvernement dans son ambition de refonder l'État avec des cadres compétents. Les lignes commencent à bouger au sein de la Confédération générale des entreprises de Guinée avec la nouvelle équipe. Une offensive est lancée avec de nouveaux défis. Des réflexions sont en cours pour démocratiser l'accès à la plateforme basée sur la transparence. Le congrès électif du secteur privé se prépare en toile de fond, construire une organisation patronale plus forte et encore plus représentative. Safiatou Kondé. Conformément aux engagements tenus devant le Bureau international du travail et à l'endroit des nouvelles autorités de la transition, la CGI a organisé une réunion de prise de contact et d'échange avec les futurs membres de son bureau exécutif. Cette rencontre avec les patrons du pays était justifiée par le respect du programme que nous nous sommes fixés dans le protocole d'accord de fusion des 4 entités. Et aujourd'hui, nous sommes unis, nous sommes
uni, un et indivisible. Et il fallait que l'étape suivante soit amorcée. Les sujets abordés ont porté sur la nécessité pour le secteur privé et les organisations professionnelles de s'unir au sein d'une confédération afin de parler d'une même voix. Nous comptons mettre le bureau exécutif d'ici la fin du mois. Il ne reste plus qu'à meubler quelques activités et nous allons avoir ce bureau exécutif qui va, à partir de ce bureau exécutif, nous mettrons une commission en place qui va procéder à l'élaboration du statut et du règlement intérieur. C'est par la suite que nous irons au Congrès. C'est pourquoi, à l'unanimité, les opérateurs économiques présents ont retenu l'idée d'étoffer le bureau exécutif et de tout mettre en œuvre pour réaliser cette union qui devrait être marquée par l'inclusivité et la représentativité de tous les secteurs d'activité économique en République de Guinée. Pour améliorer les mécanismes de prévention et de sauvegarde de la vie humaine en mer, les acteurs des secteurs des transports, de la pêche, des mines et de l'environnement se sont familiarisés avec les normes internationales d'enquête après les accidents de mer et une dizaine de journées de consolidation des aptitudes pour permettre à la Guinée de satisfaire les exigences de l'Organisation maritime internationale. Fodé Camara, Mohamed Aïchassila. Face à la montée en puissance des statistiques d'accidents de mer à travers le monde, l'Organisation maritime internationale est dans une dynamique de vulgarisation des bonnes pratiques. La Guinée, par le biais de la Direction nationale de la marine marchande, entre de plein pied dans ce vaste programme de sauvegarde de la vie humaine en mer. L'objectif de ce séminaire était de permettre à la Guinée, en sa qualité d'État côtier et État du pavillon, de remplir ses obligations internationales en matière de conduite des enquêtes de sécurité maritime, d'outiller les participants à comprendre les notions d'accident de mer, à maîtriser la philosophie, le processus et les procédures devant conduire les enquêtes après accident selon les normes internationales en vue d'améliorer la sécurité maritime, d'encourager une coopération efficace entre les États concernés par les enquêtes. Venus des secteurs maritimes, portuaires, halieutiques et miniers, ces acteurs sont aujourd'hui mieux armés pour établir les responsabilités et améliorer les lacunes après les accidents de mer. Je rappelle que l'objectif principal de ces enquêtes est de tirer les enseignements sur les accidents et aussi permettre de formuler des recommandations et des propositions pour améliorer la sécurité de la navigation maritime et éviter à ce que les accidents maritimes se reproduisent à l'avenir. C'est de prévenir les pollutions, c'est d'améliorer la sécurité des personnes, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de pertes en vie humaine et que les gens se sentent plus en sécurité en mer et que l'État côtier soit également plus en sécurité pour éviter l'ensemble des pollutions. Pour réaliser les enquêtes après les accidents de mer, ces acteurs étaient confrontés à des difficultés liées à la méconnaissance des règles. Un défi corrigé qui vient s'ajouter à d'autres efforts visant à conforter l'action de l'État en mer. Des projets sont également en cours sous l'impulsion de M. le Président de la République pour favoriser le désenclavement des îles de l'Os et faciliter la mobilité des populations insulaires en toute sécurité et dans le meilleur confort. Au-delà de la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'autre enjeu de ce programme de professionnalisation est lié au respect des dispositions de développement durable en milieu marin. Une disposition de promotion de l'économie bleue pour tirer le meilleur de la mer. On sera à Kassa où autorités partenaires techniques viennent de valider le plan d'aménagement et de gestion du parc marin des îles de l'Os, un projet qui vise la protection et la conservation des espèces marines et se réalise avec l'implication des communautés locales sur une période de 5 ans. Bausman. Les îles de l'Os ont une zone côtière qui se particularise par la richesse de ses espèces marines, parmi lesquelles les tortues, déjà très menacées.
Pour les protéger durablement, ces cadres se concertent ici à Kassa pour la validation du projet d'aménagement et de gestion du parc marin du site. Un projet qui se réalise avec la participation des communautés locales. Certaines de ces activités, principalement, c'est la conservation des espèces clés, des espèces phares qui se trouvent dans les îles de l'Os, notamment les raies, la tortue, les requins, la baleine, les dauphins. Nous avons créé un comité de gestion des ressources naturelles composé en quasi-totalité de la communauté, des usagers de ces ressources. Nous avons recensé les zones sensibles, les zones, les plages où les tortues montent pour pondre. Donc nous avons sensibilisé la jeunesse et bientôt nous allons former les comités de veille au niveau des pêcheurs, des îles et ceux qui viennent aussi d'ailleurs. Le projet prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Une initiative du gouvernement qui voit le jour grâce à l'appui technique et financier du réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, Rampao. Le Rampao compte quelque chose comme 42 aires marines protégées. Donc nous sommes notamment ici au niveau de l'île de l'Os qui est un de nos membres dans le cadre de l'actualisation du plan d'aménagement et de gestion. Un plan d'aménagement et de gestion est très important pour une aire marine protégée parce que ça permet d'avoir une planification au niveau de l'aire qui permet de dérouler les activités prévues. Le projet se réalise sur une période de 5 ans avec un coût de près de 40 milliards de francs guinéens. Sur le continent, au Niger, c'est une rencontre qui a regroupé les représentants des 17 pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel. Les ministres des pays membres, les ministres de l'environnement des pays membres ont échangé sur les prochains objectifs de l'organisation et la stratégie de négociation à la prochaine COP prévue bientôt en Égypte. Commentaire, Mamadou Alpha Baldé. La création de la Commission climat pour la région du Sahel a été entérinée par l'Assemblée générale de l'Union africaine depuis 2017 dans la dynamique de l'engagement de l'Afrique aux négociations mondiales sur les changements climatiques. Pendant que la COP27 approche à grands pas, les ministres de l'environnement de la CCRS se retrouvent au Niger. L'amélioration de la résilience dans la zone du Sahel est un impératif. Il faut le reconnaître, on n'a pas terminé totalement les activités, mais l'essentiel est déjà fait parce qu'en tant que ministre, commission qui doit rendre compte à la conférence des chefs d'État, nous avons eu des compromis et des consensus sur les points clés de ces tests juridiques. Et nous venons de quitter le président de la République pour lui rendre compte de nos discussions. Et nous avons eu de sa part un grand engagement à supporter les pays du Sahel et à tout mettre en œuvre en sa qualité de président en exercice de la Commission climat pour la région du Sahel. Et nous sommes plus que galvanisés dans nos travaux. Cette 4e rencontre des ministres de l'environnement des pays de la Commission climat pour la région du Sahel est aussi une occasion d'affiner les stratégies des pays, harmoniser leurs positions dans les pourparlers de la... Cette réunion vient nous orienter dans nos discussions au niveau de la COP27 vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et de nos partenaires et multilatéraux. La ministre Lopoulama a rappelé les efforts du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, berceau du fleuve Niger, a toujours travaillé pour un équilibre climatique bénéfique à toute la sous-région. Des systèmes d'irrigation pour 12 groupements féminins de Kindia et Mafereya, ces actrices du monde rural évoluant dans la filière ANARS peuvent désormais pratiquer cette culture en toute saison. Ce programme est initié par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Kierno Maroufba, Abdul Khalifa Keita. Kindia et Mafereya, deux grandes zones de production de l'ananas. La relance de cette filière est une opportunité pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONIDI et les producteurs. Des groupements féminins de Kindia et de Mafereya ont bénéficié de l'appui de l'ONIDI pour améliorer les techniques culturelles de l'ananas.
Du matériel d'irrigation est mis à la disposition de 12 groupements de Mafreya et de Kindia. Ici, nous cultivons de l'ananas. Avec ces systèmes d'irrigation que nous venons d'avoir grâce à l'ONIGI, va nous permettre d'irriguer nos plantations d'ananas en toute saison. Nous remercions les donateurs et nous comptons bien s'occuper de ces équipements au bénéfice de nos groupements. Le projet de relance de la filière d'ananas permettra d'augmenter le rendement à l'hectare. Il vise aussi à stimuler la transformation industrielle, la commercialisation au niveau régional, avec pour conséquence la création d'emplois. C'est un projet qui vise à supporter les producteurs et les transformateurs de l'ananas et vraiment relancer cette filière qui est une filière de lance de l'économie guinéenne qui a malheureusement eu certaines difficultés. Et nous sommes là vraiment pour renforcer les producteurs et permettre à ce que cette variété d'ananas soit connue sur des marchés internationaux. Vu plusieurs défis, plusieurs contraintes par rapport à la production de l'ananas. Donc l'un des défis ou l'un des problèmes auxquels la préfecture de Forocaria est confrontée, c'est la maîtrise de l'eau dans la production de l'ananas. C'est d'aider les producteurs à la maîtrise de l'eau. Le projet financé par l'Union européenne à près de 5 millions de dollars tire à sa fin. Au cours de ce projet, les femmes productrices d'ananas de ces deux localités ont bénéficié de formations et d'équipements afin d'accroître leur chiffre d'affaires avec la culture de l'ananas. Moralisation de la gestion publique, les autorités de la transition sur tous les fronts dans le but de préserver les biens de l'État. À la Cour d'appel de Conakry, 3 nouveaux inspecteurs généraux d'État prêtent serment. Ils rejoignent ainsi cette institution supérieure de l'ordre de contrôle administratif placée sous la tutelle de la présidence de la République. Mamadi Terna Kamisoko. À compter de ce jour, Abdoulaye Ba, Nyanke Mami et Justine Bossen sont désormais inspecteurs généraux d'État. Ces 3 hauts cadres ont été nommés par le président de la transition le 10 juillet dernier et rejoignent ce grand corps de contrôle au moment où la moralisation de la gestion publique est inscrite en première ligne des réformes majeures des autorités de la transition. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment à la Cour d'appel de Conakry. Aujourd'hui, notre pays est confronté à des défis de tout genre. Ces défis sont entre autres la moralisation de la vie publique, la préservation des biens de l'État. Mais puisque autant l'État a le devoir de veiller sur ses biens, autant l'État doit promouvoir les droits humains et les protéger. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les agents que vous aurez à contrôler dans un futur proche ne doivent pas souffrir, j'insiste là-dessus, de vos sentiments personnels. L'inspection générale d'État, placée sous la tutelle directe de la présidence de la République, est dirigée par un vérificateur général et son adjoint. Ces rapports sont soumis à la seule appréciation du chef de l'État et lui servent d'outil de management dans le cadre de la gouvernance financière publique. L'enjeu est connu des promus qui jurent fidélité dans l'accomplissement de leur mission. Engage à soutenir le CNRD sous le leadership du colonel-président Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, à l'accompagner dans cet élan pour la moralisation de la chose publique. Et mon engagement à servir ma patrie, mon pays qui est la Guinée. Je compte remplir ma mission avec dévouement, courage et honnêteté. Depuis l'avènement du CNRD, l'inspection générale d'État exerce en toute indépendance la plénitude de ses prérogatives. Aujourd'hui, ces missions de contrôle sont effectuées dans tous les départements sectoriels et à l'intérieur du pays. Présentation des 8 représentants régionaux de l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Ils auront pour mission d'apporter leur expertise aux communautés dans les activités quotidiennes. C'est dans le souci d'instaurer une bonne politique managériale dans le développement des collectivités. Daoudata Bansila, Adama Elza Traoré. La nouvelle direction de l'Agence nationale du volontariat jeunesse décide de renforcer ses capacités sur le terrain. Cette conférence qui se tient à son siège à Kaloum a permis de présenter aux médias les 8 volontaires des 8 régions administratives du pays. Ils se sentent déjà prêts à apporter leur expertise aux communautés. Au nom de mes collègues
représentants régionaux, nous nous engageons à faire le volontariat un véritable outil de développement. Ces volontaires choisis sur des critères très sélectifs doivent contribuer à mobiliser le public pour plus d'engagement citoyen dans l'élaboration des plans d'action communautaire en fonction des besoins. Avec des mécanismes plus inclusifs, vous avez pour vocation de faciliter la compréhension du volontariat aux citoyens et permettre aux communautés de tirer pleinement profit des compétences de chacun. Vous contribuerez surtout et partout à jouer un rôle clé dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des voies de développement suivies par les communautés. L'Agence nationale du volontariat jeunesse est une direction logée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Une nouvelle politique managériale pour aider les jeunes à se rapprocher des communautés, pour mieux les servir. Le volontariat, c'est essentiel, c'est une expertise, une expérience énorme. Donc moi, je vous encourage vraiment, je vous remercie évidemment pour votre engagement, pour votre volonté d'accompagner le département à travers la NVJ. Et quand on donne aux autres, quand on se consacre une partie de sa vie à accompagner les autres, ben ça permet effectivement certainement d'être beaucoup plus mieux dans sa tête que d'avoir simplement de l'argent et puis de mourir avec son argent. Ces échanges avec les médias ont aussi permis de lever le voile sur des missions de cette institution de promotion du volontariat jeunesse, un conclave de partage marqué par la signature des contrats pour un an renouvelable avec des feuilles de route pour mieux orienter les 8 volontaires régionaux. Espace santé, l'hôpital préfectoral de Sigiri a également une étoile d'or. C'est une récompense basée sur la qualité des services liés aux soins de santé de la mère et de l'enfant. Le ministère de la Santé et ses partenaires comme JPAEGO entendent ainsi créer une saine émulation entre les structures sanitaires du pays. RTG Kankan et Jeanne Dunamou, Aboubakar Diaby. En Guinée, le processus d'amélioration de la performance des structures de santé publique va bon train. Dans la région administrative de Kankan, cette fois, c'est l'hôpital préfectoral de Sigirine qui est à l'honneur. Cette structure sanitaire vient d'être récompensée pour ses efforts consentis dans les domaines de la lutte contre la mortalité néonatale et la prise en charge des patients des 16 quartiers de la commune urbaine de Sigirine et localités environnantes. C'est l'occasion pour nous de remercier l'USAID, le peuple américain pour avoir financé les interventions du projet HSD dont l'impact est appréciable, notamment sur les aspects de l'équipement technique fourni à l'hôpital préfectoral de Sigirine et le renforcement de la capacité technique du personnel. Nous félicitons et encourageons les autorités sanitaires à tous les niveaux. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce stade, c'est grâce à la clairvoyance et du bon travail de nos prédécesseurs, Dr Sako Lansine et Dr Dane Amara. Au travail acharné de tous les travailleurs de l'hôpital, du personnel d'entretien jusqu'à la direction, je rends hommage à tout le monde. C'est après une évaluation interne et externe des équipes médicales que cette structure publique gagne sa première étoile d'or. Pour cette première étape, les niveaux de performance ont été déterminés. SONU 80%, planification familiale 85% et PCI 75%, soit une performance globale de 80% pour avoir la reconnaissance de la structure sanitaire pour la première étoile d'or. Cet instant d'allégresse a été mis à profit pour rappeler les efforts consentis afin de satisfaire les prérogatives de soins pour tous des autorités sanitaires. Il s'agit de reconnaissance d'immenses efforts consentis par les prestataires et tous les membres du personnel de l'hôpital préfectoral de Sigirine pour l'amélioration continue de la qualité des services de santé avec un accent particulier sur la réduction sensible de la mortalité et de la morbidité maternelle. Entamée en avril 2009, cette initiative de distinction vise à reconnaître le mérite des services de santé. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, le projet des étoiles d'or déclenche une course sans fin vers l'excellence.
Enfin, en déplacement, la ministre de l'Action sociale sur les chantiers dédiés aux personnes vulnérables de Kindia, par exemple les travaux de production artisanale et celui d'apprentissage des métiers pour personnes handicapées avancent. Aïcha Nanette Conté tient à l'exécution correcte des différentes infrastructures sociales de base. Reportage à Kindia, Mohamed De Camara. La détermination de la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables est sans faille à rendre autonomes les cibles de son département. Cela se traduit par cette visite de terrain des chantiers en construction en faveur des couches défavorisées de Kania. Au centre de production artisanale des femmes de Kindia, dans Yewolé, les travaux avancent à grands pas. Ce chantier, en grande partie, est réalisé par les filles, l'une des cibles du département. Et moi, j'encourage beaucoup les femmes qui sont parmi nous ici, parce que malgré des fois on trouve des difficultés, mais ça va. Il y a des femmes qui ont choisi le ferraillage ici, on les a vues, ils pratiquaient très bien le métier de ferraillage. Il y a des femmes qui ont choisi la maçonnerie, on les a vues, ils pratiquaient très bien la maçonnerie. Sur le site de construction du centre de métiers pour personnes handicapées, même satisfaction de la part de Aïcha Nanette Conté, accompagné des autorités régionales, préfectorales et communales. Si vous voyez un grand chantier comme ça pour les personnes à mobilité réduite, c'est réconfortant. Elle pense à tous ceux qui sont concernés pour son département. Alors, personnes vulnérables, promotion féminine. Ce chantier a été lancé au mois d'avril et aujourd'hui, je pense qu'il évolue bien. Il évolue bien et que d'ici la fin de l'année, que le niveau va beaucoup évoluer et que très prochainement, les personnes bénéficiaires pourraient commencer déjà à fréquenter ces installations. Ces différents chantiers ouverts dans la ville des Agrumes, une fois achevés, permettront aux bénéficiaires d'apprendre des métiers dans des conditions idéales. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.